Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. La suite de ma vidéo sur les enfants de Napoléon. Après Eugène, Hortense et Léon, partons à la découverte d'Alexandre, né de son idylle avec Marie Walewska, puis le destin tragique de son plus célèbre fils, Napoléon II d'Ille-et-Glon, suivi de Stéphanie de Beauharnais, et enfin la mystérieuse Charlotte Chapuis. Alors rassurez-vous, il n'y en a plus. Alors, pas une minute à perdre, c'est parti. À l'automne 1806, Napoléon occupe le territoire polonais. Des Polonais qui l'accueillent comme un libérateur, car le pays n'existe plus en tant que tel, partagé entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Le 1er janvier 1807, au relais de Blony, l'empereur remarque une jeune fille qui traverse la foule et qui l'interpelle dans un français impeccable pour lui demander de sauver son pays en lui rendant son indépendance. Ému par tant de conviction, il lui offre une rose rouge. Quand sa voiture repart, son esprit reste troublé par cette apparition. Il n'a qu'une envie, la revoir. Ce sera chose faite quelque temps plus tard, lors d'un bal organisé par Talleyrand à Varsovie, où elle est accompagnée par son mari, le vieux comte Walewski. Par la suite, l'empereur lui fait une cour insistante, mais ni les fleurs, ni les lettres enflammées, ni les invitations ne font céder la jeune femme, qui refuse ses avances. Pourtant, le gouvernement polonais et le populaire prince Poniatowski, futur maréchal d'Empire, comprennent qu'ils pourraient utiliser Marie pour plaider la cause polonaise. Après bien des discussions, on la convainc d'accepter un rendez-vous seul à seul avec l'empereur, quitte à sacrifier son honneur de femme mariée. Lors de ce tête-à-tête, Napoléon a-t-il abusé d'elle alors qu'elle s'était évanouie en tentant de le repousser? C'est en tout cas ce qu'elle a raconté dans ses écrits, mais certains témoignages et certaines invraisemblances font douter fortement de cette version. Pourquoi Napoléon aurait-il eu recours à la force alors qu'elle savait ce qui l'attendait? Quoi qu'il en soit, ils vont vivre une véritable histoire d'amour pendant quelques semaines au château de Finkenstein. Marie n'oublie pas pour autant la mission patriotique qu'on lui a confiée. Mais Napoléon n'a pas l'intention de reconstituer la Pologne, pour ne pas déplaire au tsar Alexandre. Il se contente simplement de créer l'éphémère duché de Varsovie. Il se retrouve en 1808 à Paris, et un an plus tard, elle tombe enceinte. Le 4 mai 1810, Alexandre voit le jour au château de Walewicze en Pologne. Ironie de l'histoire, Napoléon apprend la nouvelle alors qu'il est en voyage en Belgique avec sa nouvelle épouse Marie-Louise. En 1812, il signe un document juridique en présence de Marie garantissant l'avenir de leur fils avec une dotation de terre et une rente annuelle. Veuve en 1814, elle rend une dernière fois visite à l'empereur sur l'île d'Elbe avec leur fils, puis épouse le comte d'Ornano en 1816. Mais malade des reins, elle meurt en couche un an plus tard. Son corps est rapatrié en Pologne,
tandis que son cœur est placé dans une urne dans la caveau de la famille d'Ornano, au Père-Lachaise. À la mort de sa mère, c'est un frère de celle-ci, Théodore Lazinski, qui devient son tuteur. D'abord élève chez les jésuites à Varsovie, il passe ensuite 4 ans dans une institution à Genève. De retour en Pologne, il fréquente la haute société de Varsovie. Mais soumis à la surveillance de l'occupant russe, il gagne l'Angleterre, puis la France. La révolution de 1830 sème des incendies aux 4 coins de l'Europe. Sébastiani, le ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe, lui confie la mission secrète de rencontrer les chefs de l'insurrection polonaise. Il mène ensuite une carrière militaire, d'abord en Pologne, puis en France, comme capitaine de la Légion étrangère, où il participe en 1833 aux engagements contre Abdelkader lors de la conquête de l'Algérie. Début 1837, devenu français, il quitte l'armée. Il s'essaie au journalisme et au théâtre. Mais c'est dans la carrière diplomatique qu'il va se révéler. Dès l'arrivée de son cousin Louis-Napoléon comme président de la République, il part comme ministre de la France à Florence et à Naples. Il est nommé à Londres pour négocier la reconnaissance du rétablissement de l'Empire auprès du capinet anglais. Un comble quand on connaît l'acharnement qu'avaient mis ces mêmes Anglais à détruire le premier empire de son père. Ce sera toutefois une réussite et il sera l'artisan des prémices d'une entente cordiale qui aboutira aux visites de Napoléon III à Londres et de la reine Victoria à Paris en 1855. Devenu ministre des Affaires étrangères, il préside le Congrès de Paris qui met fin à la guerre de Crimée, mais s'oppose à Napoléon III sur l'unification italienne. Il démissionne en 1860 et devient ministre des Beaux-Arts. C'est lui qui va poser la première pierre du futur Opéra Garnier. De nouveau libre, son cousin pense à lui pour le poste de président du corps législatif, notre Assemblée nationale, suite à la mort du duc de Morny. Mais l'opposition s'insurge contre cette nomination jugée arbitraire. Finalement, il y renonce et quitte la politique 1 an plus tard. Il meurt en 1868 à Strasbourg au retour d'un voyage en Allemagne. Marié 2 fois, il laisse 7 enfants dont un fils illégitime et est enterré lui aussi au Père-Lachaise. 1809. Rassuré sur sa fertilité, avec la naissance de Léon et la grossesse de Marie Walewska, Napoléon divorce de Joséphine. Il sait maintenant qu'il peut perpétuer son nom et sa dynastie. Mais il lui faut un ventre, selon son expression pleine d'élégance. Il veut épouser une princesse pour légitimer son pouvoir et se faire reconnaître des monarchies européennes. Après avoir eu des vues sur la sœur du tsar Alexandre, âgée de 14 ans, et devant le peu d'enthousiasme de celui-ci, il jette son dévolu sur Marie-Louise d'Autriche, 17 ans, fille de l'empereur François II, afin de sceller une alliance. La jeune fille, victime de la politique, pourtant élevée dans la détestation de l'ogre corse, est donc donnée en mariage contre son gré.
Après un mariage par procuration à Vienne, elle part pour la France le 13 mars. Le 27 mars, Napoléon, pressé de la voir, va à sa rencontre à Compiègne, où il ne tarde pas à consommer le mariage. Après l'union civile, les noces religieuses sont célébrées le 2 avril dans le salon carré du Louvre par le cardinal Fesch, l'oncle de l'empereur. Malgré ses a priori de départ, l'innocente et timide Marie-Louise va se prendre d'affection pour son mari. Lui-même apprécie sa douceur, ses bonnes manières et sa docilité. Elle va rapidement tomber enceinte. L'accouchement, resté célèbre dans les annales, se passe mal. La situation devient tellement critique que le docteur Dubois, qui assiste l'impératrice, demande à Napoléon s'il faut sauver la mère ou l'enfant. Napoléon aurait répondu: Sauvez la mère, ne pensez qu'à la mère. Heureusement, tout est bien qui finit bien pour les deux. Et les 101 coups de canon pour la naissance de Napoléon François Charles peuvent résonner dans Paris sous les clameurs de la foule. Il prend le titre de roi de Rome depuis la confiscation des États du pape. Son éducation est confiée à Madame de Montesquiou, qu'il surnomme affectueusement Maman Q. Très tôt, on l'initie à l'apprentissage de la lecture et on lui donne le goût des choses militaires, en lui offrant, pour son premier anniversaire, un lancier polonais roulant. En 1812, Napoléon part pour la campagne de Russie. Le général Mallet en profite pour faire croire qu'il est mort, pour prendre le pouvoir. Sa conspiration échoue, mais Napoléon est furieux qu'on n'ait pas pensé un seul instant à son fils pour lui succéder. En 1813, une nouvelle coalition se forme, composée de l'Angleterre, la Russie et la Prusse. Malgré l'intervention de Marie-Louise auprès de son père, l'Autriche rejoint cette coalition. L'empereur mène la campagne d'Allemagne qui se terminera par la défaite de Leipzig, plus connue sous le nom de Bataille des Nations. Les Alliés en profitent pour envahir la France et marchent sur Paris. Le 24 janvier 1814, Napoléon embrasse une dernière fois son fils et part pour tenter de stopper leur progression, laissant la régence à l'impératrice. Mais devant l'avancée ennemie, Marie-Louise quitte les Tuileries le 29 mars pour se réfugier à Vienne avec son fils. Napoléon défait, signe début avril son abdication sans condition et est envoyé sur l'île d'Elbe où il attend vainement sa femme et son fils. Lors de la seconde abdication de juin 1815, il le désigne comme son successeur, mais le règne de Napoléon II ne sera que théorique du 22 juin au 8 juillet 1815. François, devenu Franz, est élevé à la cour de Vienne, alors que sa mère se voit attribuer le duché de Parme sous la surveillance du comte Neper, qui deviendra son second époux après la mort de Napoléon. Si François II a de l'affection pour son petit-fils, il craint que celui-ci ne revendique un jour l'héritage impérial de son père. Dès 1821, les bonapartistes le désignent comme son successeur et vont échafauder toutes sortes de conspirations pour rétablir l'Empire, mais sans succès. On tente de lui faire oublier sa naissance française pour en faire un prince germanique et devient le duc de Reichstadt.
On évite de faire allusion à son père, qu'on appelle le souverain usurpateur, mais on lui permet de fréquenter la bibliothèque impériale, où il découvre et dévore des ouvrages sur l'épopée impériale et réapprend le français. Quand il grandit, il devient un beau jeune homme apprécié de la gente féminine, mais tourmenté par son hérédité. Marqué par ses lectures, il entame une carrière militaire, mais il souffre de problèmes pulmonaires. Mal soigné, son affection se transforme en tuberculose. Sa mère, prévenue, le rejoint à Vienne pour assister à ses derniers jours. Il meurt à 21 ans, le 22 juillet 1832, en étouffant dans ses mains une petite grive qu'il avait apprivoisée. Comme une drôle d'oraison funèbre, son grand-père dira « Il a bien fait de mourir, car vivant, il n'aurait été que source de problèmes. » Il est inhumé dans la crypte des Capucins qui renferme les sépultures de la maison des Habsbourg. Cent ans après le retour des cendres de Napoléon, l'Aiglon rejoignit son père aux Invalides le 14 décembre 1940, sur ordre d'Adolf Hitler, ce qui fit dire à certains Parisiens, gardant le sens de l'humour dans cette période douloureuse, « Ils nous prennent notre charbon et ils nous rendent les cendres ». Je vais terminer mon inventaire par deux femmes, certainement les moins connues de ses enfants. À commencer par Stéphanie de Beauharnais, née en 1789, fille de Claude de Beauharnais et donc cousine par alliance de l'impératrice Joséphine. Orpheline de mère, elle est confiée à une Irlandaise, Lady Bass, avant d'être élevée par des religieuses dans le Midi jusqu'à son adolescence. Bonaparte découvre son existence en 1802 et le couple la recueille un an plus tard. Bonaparte la considère comme sa fille, suscitant la jalousie de ses propres sœurs. Finalement, il l'adopte en 1806 et elle devient princesse, ayant même un rang plus élevé dans la hiérarchie impériale que les autres princesses, Hortense et Augusta Amélie, pourtant fille et belle-fille de l'impératrice. La même année, elle épouse Charles, héritier du duché de Bade, qui succède à son grand-père en 1811 sous le nom de Charles II. Pour rappel, ce duché faisait partie de la Confédération du Rhin, un ensemble d'États satellites de l'Empire français qui en comptera 35 à son apogée entre 1806 et 1813. Arrivée à Karlsruhe, alors que les relations avec son mari sont déjà compliquées, elle subit l'hostilité de sa belle-mère, Amélie de Hesse-Darmstadt. Cela ne les empêche pas pour autant d'avoir 5 enfants, dont un fils mystérieusement disparu, qui sera à l'origine de l'étrange affaire Gaspard Hauser. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle d'Anastasia, la fille du tsar Nicolas II, qui aurait survécu au massacre de sa famille. Après la chute de Napoléon, sa belle famille pousse Charles à la répudier, mais celui-ci refuse. À sa mort, en 1818, elle se retire dans son palais de Mannheim et se consacre à l'éducation et au mariage de ses 3 filles. Après le rétablissement de l'Empire en 1852, elle est invitée au baptême du prince impérial, fils de Napoléon III. Et c'est à Nice, où elle séjourne souvent, qu'elle meurt le 29 janvier 1860.
C'est en préparant cette vidéo que j'ai découvert l'existence de Charlotte Chappuis. En 1794, à Auxonne, un jeune sous-officier nommé Napoléon Bonaparte passe la nuit avec une prostituée, une certaine Antoinette Catin. Je sais, ça ne s'invente pas. Elle tombe enceinte et met au monde une fille prénommée Charlotte. Une enfant parmi tant d'autres, puisqu'elle en aura 24 en tout. Après une enfance paisible passée dans le Jura, elle est envoyée en pension à Paris. Elle en sort à 17 ans, en 1807, pour se rendre au chevet de sa mère mourante, qui va lui avouer l'incroyable secret de sa naissance. Elle est la fille de Napoléon. Après cette révélation, elle n'aura de cesse de faire reconnaître sa filiation en rencontrant des officiers et le milieu bonapartiste. Mais après la chute de l'Empire et le retour de la monarchie, il ne fait pas bon être un partisan de l'empereur, et encore moins se prétendre sa fille. Elle est arrêtée par la police royale alors qu'elle tente de contacter l'impératrice Marie-Louise. Enfermée à la prison de Baume-les-Dames, elle reçoit des lettres, des présents et même des visiteurs. Cette popularité inquiète le gouvernement qui craint des troubles bonapartistes. Elle est transférée successivement dans plusieurs prisons par la police royale. C'est alors qu'on lui propose un curieux marché. On la libérera si elle contracte un mariage avec un citoyen ordinaire sans relation avec les bonapartistes. Elle accepte et se fiance avec un cousin, avant finalement d'épouser un maître de forge de 20 ans son aîné, Jacob Muller, installé à Champagnole dans le Jura. Veuve en 1863, elle est une des rares femmes à diriger une entreprise industrielle. Grâce à sa fortune, elle finance la campagne de Louis-Napoléon à la présidence de la République. Pour remercier Charlotte, le futur Napoléon III nomme son fils Adrien Muller comme maire de Champagnole. Elle meurt en 1880 à Champagnole et est inhumée dans un cercueil semé d'abeilles impériales. Certains d'entre vous seront peut-être sceptiques sur cette prétendue fille de Napoléon. Si je l'ai inclus dans mon sujet, c'est par rapport aux éléments du livre de Bruno Fulini qui m'ont semblé assez plausibles. Mais c'est à vous de vous faire une idée. Voilà pour cette dernière vidéo de 2023. Merci de m'avoir suivi encore plus nombreux cette année. J'espère vous surprendre encore l'année prochaine. J'ai quelques petites idées. Bon réveillon, bonne année, et si les années passent, l'histoire continue. Salut!